Good Morning Business, le grand entretien. On continue à décortiquer ce matin les propositions des programmes économiques des candidats aux législatives avec les acteurs économiques. On est ce matin avec Guillaume Richard. Bonjour, vous êtes le président et fondateur du groupe WeCare, groupe de service à la personne. On va décortiquer ensemble les propositions sur l'immigration du Rassemblement national, les propositions sur l'augmentation du SMIC de la part du nouveau Front populaire. On commence avec l'immigration parce que Jordan Bardella a donné ce chiffre hier de 10 000 entrées légales sur le territoire maximum par an. Il appelle ça l'immigration de croissance. On se demandait ce matin, 10 000, on est aujourd'hui plutôt autour de 180 000, 200 000 entrées légales, c'est le seuil des entrées sorties. Quand vous entendez ce chiffre, 10 000, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que ça m'inspire, c'est qu'aujourd'hui, moi, de façon concrète, j'ai 19% de mes collaborateurs qui ne sont pas de nationalité française. 19% qui ne sont pas de nationalité française, j'ai... alors les nationalités les plus représentées, c'est Algérie, Maroc, Portugal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Italie. Donc Italie, Portugal, bien évidemment, ce sont des pays de la communauté européenne, donc ça ne changera pas grand-chose a priori pour ces étrangers qui travaillent dans notre groupe, mais pour les autres, ça peut changer effectivement. Même si j'avais noté néanmoins que ce qui était indiqué, c'était que ceux qui étaient en situation régulière en France pourraient bien évidemment rester en France. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est tenable dans le temps. Ce que je sais, c'est ce qui s'est passé aussi dans les autres pays. Au Danemark, ils ont fait une étude dans laquelle ils démontrent qu'à partir de 2030, pour maintenir le niveau d'accompagnement des personnes âgées, il faudra soit qu'il y ait 24% des jeunes, contre moins de 10% actuellement, qui se tournent vers les métiers du care. Donc ça n'arrivera pas. Soit se tourner vers l'immigration. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le choix. Pour faire fonctionner les services à la personne, puisque c'est vous, votre cœur business, voilà. On a tout simplement besoin de l'immigration. Il n'y a pas tellement le choix si on veut maintenir des services de qualité avec des humains qui sont là pour effectuer ces prestations de services. Mais concrètement, ce qui veut dire que quand Jordan Bardella parle de priorité nationale, ça suffit juste de revaloriser les métiers pour attirer des Français pour faire ces postes, vous répondez quoi ? Que très certainement, ça sera très compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi ont été confrontés et les Anglais suite au Brexit, où ils sont revenus sur la fermeture des frontières, en fait, et ils ont été obligés de réouvrir. Il n'y avait plus de nounous, pour être très concret, il n'y avait plus de service à la personne, il n'y avait plus de vie. Donc ils ont été obligés de réouvrir. Et pareil en Italie avec Giorgia Meloni qui a ouvert ses frontières à 450 000 immigrants. Donc c'est tout simplement pas possible de trouver aujourd'hui... En tout cas, a priori, à minima, ça sera extrêmement compliqué. Donc... Sur l'immigration, c'est assez clair. Si on parle de l'autre côté de la proposition d'augmenter le SMIC à 1 600 €, ça en est de l'autre côté, du côté nouveau Front populaire. Hier, on était avec Michel Picon de l'UDP. Il disait, vous faites ça. Moi, j'ai toute une partie de mes artisans des professions libérales qui tout simplement mettent la clé sous la porte. Qu'est-ce que ça ferait à votre écosystème ? Alors, de façon très concrète, l'augmentation du SMIC de 200 € plus la suppression des exonérations de cotisation, parce qu'il y a les deux éléments qui sont importants, fera passer le coût d'un CDI temps plein au SMIC de 2 000 € actuellement à 2 900 €. Donc c'est pas possible. Ça fait 45% d'augmentation du coût. Donc 45% d'augmentation du coût, quand si, comme dans mon métier, votre coût de production est quasi exclusivement composé de masse salariale, ça fait une augmentation de votre tarif qui sera à peu près dans les mêmes ordres d'idées. Donc si vous augmentez de 40% votre tarif, quel est le pourcentage de clients que vous maintenez ? Pas beaucoup. 50%, 30%, 20%. Et donc obligatoirement derrière, ça fait des pertes d'emploi. Et donc c'est un choix, on aura moins de salariés, mieux rémunérés, mais beaucoup moins de salariés parce qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui pourront se payer ces services. Donc là aussi c'est un choix. Et moi il y a un point qui me semble extrêmement important, c'est que les points sur lesquels je peux vous répondre et sur lesquels je me positionne sont des points économiques. Après, on peut tous se dire, OK, le volet économique, on en pense que l'on veut, mais j'ai des convictions personnelles profondes au-delà de l'économie qui sont sur le social, sur l'immigration, sur la sécurité, sur je ne sais pas quoi, qui font que mon choix sera de voter pour tel ou tel parti parce que
je considère par exemple que la décarbonation doit se faire à n'importe quel coût, je considère que la fermeture des frontières doit se faire à n'importe quel prix. Mais ça, c'est pas à moi de réagir. Moi, je me concentre exclusivement sur le volet économique pour essayer de donner un éclairage sur ce que ça va impacter dans des entreprises comme la mienne. Et très clairement, la limitation de l'immigration pourra avoir un impact sur notre capacité à servir. De façon certaine, l'explosion des coûts du SMIC aura un impact sur notre activité, donc sur le maintien de l'emploi, et provoquera de façon certaine une perte d'emploi, comme ce que vous disiez à Michel Picon. Hein. Bien sûr. Donc il faut être très clair. Il y a un autre point aussi qui est l'explosion de se dire on va faire un choc de la demande. Très bien, on fait un choc de la demande, mais si, en augmentant les salaires, donc on va augmenter les coûts de production des entreprises françaises. Tout en disant si elles ne peuvent pas les supporter, elles pourront emprunter. Mais c'est pas, l'emprunt n'est qu'une solution de financement, c'est pas une solution qui change votre... Ça augmente pas la productivité ni la croissance de votre entreprise. Ni votre marge. C'est une des solutions apportées par, c'est juste une solution de financement, le Camp populaire. Oui, mais vous financez quelque chose qui est déficitaire. Ça, il y a que l'État c'est un raisonnement d'État. Il y a que l'État qui finance l'augmentation des revenus par de la dette. Une entreprise, si vous ne gagnez pas d'argent, à un moment, votre banquier ne vous prête plus d'argent par ailleurs. Donc, si j'augmente les rémunérations de façon forte et que j'ai une croissance de la demande émanant de la part de mes salariés. Très bien, on pourrait se dire super, ça va provoquer un afflux de consommation. Mais cet afflux de consommation, il va se diriger vers quels produits ? Les produits qui sont généralement les moins chers. Et ces produits les moins chers, ce ne seront plus les entreprises françaises qui sont capables de les produire parce qu'en fait, elles vont voir leur coût de production augmenter. Donc, dans une économie qui est ouverte, cette relance keynésienne, elle n'a pas beaucoup de sens. On a déjà en tout cas, ça, elle profitera essentiellement. On avait déjà connu ça dans les années 80 et ça avait essentiellement profité et ça avait eu pour impact l'augmentation très forte des importations. Pourquoi ? Parce que les produits français s'étaient renchéris et les produits étrangers étaient restés au même prix. Là, si on fait exactement la même chose, qu'est-ce qui va se passer ? Les produits français vont augmenter parce que les coûts de production en France vont augmenter. En face, les coûts de production des entreprises étrangères ne vont pas bouger. Et donc, bien évidemment, ils auront des tarifs incroyablement plus compétitifs que nos entreprises. Donc, dans une économie qui est très ouverte comme la nôtre, donc sauf à fermer totalement les frontières, ce qui permettrait de garder et d'obliger les Français à consommer français, on va se retrouver dans une situation vraisemblablement extrêmement compliqué. Dans les trois blocs, on met quand même en avant l'idée qu'il faut revaloriser les métiers, appuyer sur la formation, augmenter des salaires qui parfois sont quand même assez faibles. Comment on fait concrètement si on n'utilise pas les points rouges que vous avez mis en avant ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la filière du service à la personne, mais c'est le sujet pour plein d'autres secteurs, soit plus attractive ? On peut travailler, et c'est ce sur quoi on travaille. Nous, on travaille sur la qualité de vie au travail, sur l'amélioration, sur l'aménagement des plannings, sur l'aménagement et sur la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Et ça, c'est les choses sur lesquelles on peut travailler. Est-ce que vous préférez gagner un peu plus, mais avoir des contraintes horaires, des contraintes de déplacement, des contraintes de travail qui sont supérieures, ou est-ce que vous préférez gagner un peu moins et avoir un planning qui est mieux organisé ? Donc ça, nous, c'est les choses sur lesquelles on peut travailler. Vous mettez les salariés face à ce choix ? Bien évidemment. Et en fait, c'est parce que quand on prend la responsabilité d'être l'employeur, c'est nous qui gérons les plannings et qui avons la possibilité d'impacter la qualité de vie de nos travailleurs, de nos collaborateurs. Et quand on réduit, par exemple, leur temps de déplacement, les coûts de déplacement qui y sont associés, c'est aussi du pouvoir d'achat qui revient et c'est de la qualité de vie qui revient. C'est-à-dire moins de travail fragmenté. C'est-à-dire que ça, c'est ça qui est le plus difficile. Par exemple, le rythme fragmenté, 2 heures par-ci, 2 heures par-ci. 2 heures par-là. Le fait d'avoir des déplacements qui sont importants, parce que quand vous n'êtes pas dans une entreprise qui va structurer votre planning, vous pouvez avoir des prestations qui sont un peu partout sur le territoire et donc bouger beaucoup entre vos différentes prestations. Nous, c'est quelque chose sur lequel on peut intervenir. Mais par contre, on a une contrainte majeure qui est notre principal concurrent, qui est l'emploi non déclaré. Et ce travail au noir, malgré les incitations fiscales, continue à représenter à peu près 50% de l'activité. Et donc, on compare à chaque fois. Aujourd'hui... 50% de l'activité du service à la personne est non déclarée. Oui, c'est à peu près ce qu'on estime. C'est à peu près ce qu'on estime. Il y a 50% déclarés, à peu près 50% non déclarés. Et le travail déclaré aujourd'hui coûte légèrement plus cher que le travail non déclaré. Mais
cette différence est acceptable pour les consommateurs, parce qu'en face, il y a de la qualité, parce qu'en face, il y a des emplois durables, non délocalisables, avec une vraie perspective professionnelle. Et donc ça aussi, les consommateurs, ils sont attentifs. Et vous participez à la vie de la société en payant des impôts, si je puis... Et nous participons beaucoup à la vie de la société en payant des impôts, en payant de la TVA, en payant des cotisations sociales, etc. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est positif pour nos clients et pour nos salariés et qui fait qu'on accepte de payer un tout petit peu plus cher, mais avec des garanties et une qualité. Dernière question, parce qu'on a le temps est terminé. Est-ce que vous avez des remontées d'inquiétude de la part de vos salariés, que ce soit pour la pérennité de votre entreprise que pour leur situation personnelle? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Exactement ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire quel va être l'impact des élections sur mon emploi? Est-ce que mon emploi est menacé ou pas? Merci beaucoup Guillaume Richard d'être venu nous voir. Et la réponse, clairement, oui, c'est ça. Potentiellement, oui. Merci Guillaume Richard d'être venu nous voir ce matin, président et fondateur du groupe WeCare.